voilà, Philippe et Jackson, ça me fait très plaisir de vous introduire, c'est vraiment plaisir. Ça fait pas si longtemps, en même temps, ça me paraît déjà long, ça fait presque 2 ans qu'on se connaît, qu'on se rencontre, et on s'est rencontrés assez souvent depuis presque 2 ans, parce que là, on l'a vu tout à l'heure, l'an dernier, il y a eu la Nuit du handicap, le 9 juin prochain, qui recommencera, j'en parlerai tout à l'heure, mais la Nuit du handicap, et je ne sais plus comment ça s'est fait, mais on a proposé à Philippe, et il a accepté, d'être le porte-parole de la Nuit du handicap, donc, qui a eu lieu le 9 juin dernier. C'était à l'occasion des 50 ans de la revue dont on vient de parler, la revue Ombre et Lumière, qui est la revue de l'OCH. Voilà. Et donc on s'est vu souvent, parce que ça nous a fait nous rencontrer, travailler ensemble, réfléchir pour que cette Nuit du handicap soit le plus connue possible. Et c'est vrai que on n'y s'y attendait pas. C'était pas seulement un beau succès en nombre, il y a eu 20 villes, il y a eu des milliers de personnes, mais un beau succès en qualité de rencontre. Et le but de la Nuit du handicap, c'était vraiment de susciter la rencontre entre des personnes concernées par le handicap et d'autres qui ne les connaissent pas, pour découvrir ensemble que cette rencontre, elle conduit à la fête, à une joie profonde. Et cette joie, elle était sur toutes les places de Paris et des 19 autres villes ou villages, un peu partout en France. Voilà, la rencontre est une fête, c'était le mot d'ordre que Philippe a porté tout au long de cette année. Voilà, la rencontre est une fête, et ce soir, c'est un petit peu ça, le sujet de la rencontre, c'est votre rencontre à vous deux, qui est une rencontre qui est assez improbable quand on connaît un peu votre histoire, et vous nous en parlerez. Je crois que ça date de septembre 2001. J'ai même vu, je crois que c'est le 11 septembre 2001, donc il s'est passé pas que des drames. Le 11 septembre 2001, il y a eu la rencontre entre Philippe et Jackson. Jackson, à l'époque, je crois que tu étais étudiant en philo, et tu viens d'Haïti, et ben, il fallait travailler pour étudier et faire vivre la famille, et donc tu cherchais un boulot, quoi. Tu cherchais un boulot. Et Philippe, de ton côté, tu étais en terminale, je crois, et toi, il fallait encore et encore trouver un autre accompagnateur scolaire, parce qu'il y avait un turnover, si j'ai bien compris, assez important. Et la rencontre improbable s'est passée entre vous deux dans ce contexte-là. Et pour ceux qui se rappellent le film Intouchable, je trouve que ça rappelle un peu, différemment, mais un petit peu le contexte de Philippe et Driss de Intouchable. Vous savez, Philippe, cet homme d'affaires devenu handicapé qui cherchait un auxiliaire de vie, et Driss, joué par Omar Sy dans le film, qui cherchait un boulot, qui cherchait surtout un justificatif pour ne pas retourner en prison. Voilà. Et cette rencontre improbable a été féconde. La vôtre aussi a été féconde. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile, mais féconde, et féconde sur bien des plans, vous en parlerez je pense, mais à la fois étudiant, le parcours étudiant est brillant, les diplômes, fécond sur le plan professionnel, les projets professionnels que vous avez, fécond sur le plan associatif, voilà, féconde. Et vous allez nous en parler ce soir à travers ce thème, la rage d'exister, et la rage d'exister. Et rage d'exister, donc on vient de le voir, c'est le titre du livre que Philippe a écrit avec Sophie Jacolin, je crois, qui raconte un peu ton histoire. C'est aussi le nom que vous avez donné à votre association professionnelle, qui vous en parlerez, donc je ne vais pas la décrire, mais c'est sous ce thème, Rage d'exister, que vous avez créé cette association. Voilà, Rage d'exister, c'est notre thème, c'est ce qui nous rassemble. Merci à chacun d'être là. Et je vais laisser la parole, je crois, à Philippe en premier, mais Jackson va introduire. Merci. Merci. Merci Philippe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Philippe, Philippe n'a pas l'usage de la parole, mais Philippe communique par le biais de plusieurs systèmes de communication. Et ce soir, Philippe donc, va communiquer avec vous par le biais d'un système informatique qui lui permet d'écrire, de communiquer avec tout un chacun. Et Philippe a préparé donc son témoignage ce soir, cette réflexion qu'il va partager avec vous. À l'aide de cet outil, donc il va lancer. Alors, il a écrit son texte grâce à cet outil qui est à la fois une synthèse vocale et un moyen qui permet aussi d'envoyer des textos, des mails, qui lui permet donc d'écrire, de communiquer avec les autres. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu écrire ce texte. Et donc, je vais lui laisser le soin de le partager avec vous. C'est lui qui manipule tout. Voilà, moi je ne fais qu'introduire pour que vous puissiez comprendre ce système de communication. Voilà. À toi, Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir.
Je m'appelle Philippe Aubert et j'ai 39 ans. Avec Jackson Saintina, mon associé, nous allons vous présenter ce que nous appelons la rage d'exister. Il vous en dira un peu plus, tout à l'heure. Je vais partager avec vous quelques exemples dans mon parcours, qui montrent comment chacun de nous peut être amené à développer sa rage d'exister et sa légende personnelle. Le premier exemple me permettra de vous montrer comment mon obsession à comprendre le temps, liée à mon absence de parole, m'a permis de trouver des stratégies pour maîtriser le calendrier dans ma tête. Depuis tout petit, j'adore regarder les calendriers, les agendas, pour analyser scrupuleusement quel jour va tomber, telle ou telle date. Cela me rassure et me donne l'impression d'être acteur de mon temps, sans quoi je déprime. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé à développer moi-même une stratégie pour calculer les jours, les dates et le fonctionnement du calendrier. Cette méthode s'est minutieusement affinée au fil du temps. Car, dans le centre d'enfants, où j'étais pensionnaire durant la semaine, je voulais comprendre le planning du roulement des éducateurs qui s'occupaient de nous, et en particulier celui de ceux dont j'avais peur. Je me souviens de cette année où j'étais interne dans le groupe des moyens. L'éducatrice, que je n'aimais pas, responsable de ce groupe, avait établi un roulement sur 3 semaines pour désigner l'éducateur référent des 3 enfants, qui ne pouvait ni manger, ni prendre le bain tout seul. Nous ne pouvions pas choisir entre les 3 ou 4 éducateurs qui étaient sur ce groupe. J'ai très vite compris comment cette rotation fonctionnait. Lorsque je voyais arriver la semaine où cette éducatrice devait s'occuper de moi, je m'organisais en conséquence et me blindais pour ne pas trop souffrir de cette personne. Je vais maintenant essayer de vous expliquer ma méthode. On sait que dans chaque mois, on peut trouver une colonne vertébrale où les premiers 8, 15, 22 et 29 tomberont tous le même jour. Lorsqu'un mois compte 30 jours, comme le mois de novembre, par exemple. Si le 1er novembre est un lundi, on sait que le 1er décembre sera automatiquement un mercredi, car le mois de novembre compte 30 jours. On décale de 2 jours en avant. Lorsqu'un mois compte 31 jours, comme le mois de décembre, par exemple. Si le 1er décembre est un lundi, on sait que le 1er janvier sera automatiquement un jeudi, car le mois de décembre compte 31 jours. On décale, cette fois, de 3 jours en avant. On sait également que, en dehors des années bissextiles, les mois de février et de mars sont symétriques. Si le 1er février est un lundi, le 1er mars sera également un lundi. Mais, lorsque le mois de février compte 29 jours, il suffit de décaler d'un jour en avant. Par exemple, en 2020, c'est une année bissextile. Si le 1er février est un samedi, le 1er mars sera automatiquement un dimanche. Cela paraît insignifiant, mais c'est à partir de cette méthode que j'ai su m'organiser, anticiper les bons coups, comme les mauvais. En un mot, m'autonomiser. J'avais un objectif, celui de prévoir le maximum de choses, compte tenu de mon entière dépendance aux autres. Maintenant, prenons un exemple pour vous montrer concrètement ce que cela donne. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, moi ça fait 17 ans que je suis avec lui, j'ai jamais compris comment ça fonctionne. Alors on va le faire en direct pour que vous réalisiez réellement comment Philippe donc, a pu essayer de comprendre le calendrier. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous dire quel jour on sera le 6 octobre 2019? Ne regardez pas les calendriers, hein, ne regardez pas. D'accord? Alors, quelqu'un, un volontaire, quel jour on est le 6 octobre 2019, pardon. OK, voyez? Donc, pour le faire, il vous faudrait, je ne sais pas combien de minutes.
et voire même d'heures. Maintenant, on va laisser la parole à quelqu'un dans la salle, ok, et qui va nous donner une date entre aujourd'hui à 2020. Et Philippe, en moins de 5 secondes, va vous dire quel jour on sera. Alors, un volontaire, oui. 10 août 2019. MNPQRSSA, un samedi. Est-ce qu'on peut vérifier, s'il vous plaît? C'est un samedi. Est-ce que quelqu'un peut regarder? Oui, un calendrier. Est-ce que c'est bien un samedi? C'est un samedi? C'est un samedi? Voilà. Je vais vous raconter un autre exemple qui montre très bien comment j'ai été amené à transformer en opportunité de communication une situation qui se présentait au départ comme un obstacle. Un soir, à l'internat, au centre où j'étais, il y a une trentaine d'années environ, je vis un camarade de chambrée, dont le handicap était similaire au mien, avec les mêmes difficultés que moi, à communiquer. Je me suis rapproché de lui, et au fur et à mesure, nous apprenions à nous connaître et à entrer en relation. Nous avions inventé un langage propre à nous deux, basé sur nos regards et nos mimiques du visage, empreint de joie de vivre et d'une certaine complicité. Maintenant, je vais vous raconter le rôle que la foi a joué dans le processus du développement de cette rage d'exister, qui est la mienne. Depuis tout petit, je suis bien conscient que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, quelle que soit notre condition de vie. Je crois bien sûr que Dieu existe, plus encore, lorsque les autres, mes amis notamment, tirent du plus profond de moi, ce que me fait vibrer, non pas nier mon handicap, ce dont j'ai horreur, mais faire avec, pour que mes incapacités et mes lacunes puissent éclairer les autres. Au final, je retrouve ma place et ma dignité en tant que personne, capable à la fois de donner, au même titre que les autres, et de faire pleinement partie de la société. Déjà, au centre de Neuilly, le mercredi après-midi, j'allais spontanément au catéchisme que les dames de la paroisse venaient nous faire. C'était aussi l'occasion pour moi, disons-le franchement, de me sortir, quelques instants, de l'univers très enfermant des centres. Le week-end, ainsi que pendant les grandes vacances, j'aimais beaucoup accompagner mes grands-parents à la messe, le dimanche. En 1990, suite à une proposition de la fille de l'assistante sociale de mon centre, j'ai embarqué ma grand-mère, à Lourdes, en pèlerinage, avec des accompagnateurs bénévoles de l'association des brancardiers et infirmières d'Île-de-France, à Bif. Ce premier pèlerinage, à Lourdes, avec ma grand-mère, restera à jamais gravé dans ma mémoire. Après cette expérience à Lourdes, j'ai voulu faire ma première communion. Je l'ai faite lorsque j'ai été encore au centre de Neuilly, avant de partir à l'établissement adapté de Vaucresson. Arrivé en classe de CM1, j'ai continué un peu à aller au catéchisme, mais, très vite, je me suis fait happer par d'autres impératifs. Je préférais privilégier mes séances de rééducation, le mercredi notamment, car je n'avais pas classe, et participais plutôt à des activités et aux sorties proposées par les éducateurs. Petit à petit, ma foi s'était amenuisée. Un jour, la responsable de l'aumônerie avait appelé mon père pour lui proposer de me préparer à la profession de foi. Elle lui avait même proposé de venir à la maison le week-end, si jamais en semaine, je ne pouvais pas passer une heure ou deux à l'aumônerie. Je me souviens que j'avais fait une crise dès que cette dame avait refermé notre porte de maison. Car papa continuait à s'obstiner à trouver des solutions abracadabrantesques pour que je continue ma quête de ma foi.
Après ma profession de foi, j'ai décroché de mon engagement, et de ma foi en Dieu, tout simplement. Car sûrement, je n'avais pas encore trouvé le bon terreau pour faire germer ma foi. Ce n'est qu'en 2002, l'année où j'ai quitté le lycée de Vaucresson, que j'ai redécouvert ma foi. Je devais chercher un séjour pour l'été, car le personnel de Vaucresson organisait, durant certaines vacances, en particulier l'été, des séjours appelés « transferts » partout en France. Jusqu'ici, j'avais tellement peur de quitter mon cocon avec mes éducateurs, qui me connaissaient si parfaitement, que je ne voulais pas chercher autre chose. Mais là, j'étais bien obligé de partir en vacances, mis à part les séjours en famille. Je ne sais même pas qui a pris l'initiative de m'inscrire à un séjour à Fond-la-Vie de l'Association des paralysés de France. Mais ce fut une véritable révélation et un tournant dans ma vie. Moi, qui croyais bêtement trouver de simples monos de colonies de vacances, totalement ignorants face à la problématique du handicap, nous proposant des jeux idiots, comme à des enfants de 5 ans, j'ai revu très vite ma copie. En effet, ces jeunes, dont la majorité d'entre eux sont catholiques, me considèrent véritablement comme leurs semblables, et, avec eux, et grâce à leur appétit intense de la vie, nous n'hésitons pas à relever des défis, toujours plus fous les uns que les autres. Leur dynamisme et leur joie me donnent une force et une énergie à toute épreuve. J'ai alors l'impression que mon handicap n'est plus un obstacle, car ces jeunes bénévoles transforment, naturellement, nos handicaps et nos fragilités en force et en opportunités. Je crois bien sûr que Dieu existe plus encore lorsque les autres, mes amis notamment, tirent du plus profond de moi ce qui me fait vibrer, non pas nier mon handicap, ce dont j'ai horreur, mais plutôt faire avec pour que mes incapacités et mes lacunes puissent éclairer mon entourage et les autres. Ainsi, au final, je retrouve ma place et ma dignité en tant que personne humaine, capable à la fois de donner, au même titre que les autres, et d'exister pleinement dans la société. En plus d'à fond la vie, j'ai retrouvé, étudiant à l'université de Nanterre, une vie de foi et de communauté, si chère à mes yeux, en allant une fois par semaine à l'aumônerie, pour célébrer la messe et partager un déjeuner fraternel avec d'autres étudiants. C'est à cette époque que j'ai fait la connaissance d'Isabelle de la Taste, responsable de l'aumônerie, qui m'a confirmé et enraciné dans le Christ. Elle m'a accueilli très chaleureusement et m'a embringué dans de nombreuses festivités, la messe des étudiants chaque année, à Notre-Dame de Paris, les différentes éditions d'Ecclesia Campus aux 4 coins de la France, et divers pélés des étudiants à Chartres, au cours desquels j'ai noué de très belles relations d'amitié que je m'efforce toujours d'entretenir. J'ai également eu la chance de tomber, par hasard, dans le tourbillon des JMJ, en commençant par celle de Cologne, cessée en 2005, et en ne m'arrêtant plus je les ai toutes faites jusqu'à braver l'âge limite. Car, en janvier prochain, je pars au JMJ de Panama. Je me crois éternellement jeune. Je m'arrête après ces JMJ, c'est la phrase préférée à dire à papa avant de partir, pas mal ma tactique, non? Plus sérieusement, au JMJ, j'aime beaucoup faire des rencontres, découvrir les multiples diversités culturelles qu'offre notre monde et participer à des veillées de recueillement et de prière, parfois à plus de 3 ou 4 millions de personnes réunies autour du pape. Je sens une grande ferveur qui me rassure et qui m'apaise véritablement. Je me sens, dès lors, faisant complètement partie de la même humanité. Par ailleurs, j'ai voulu faire une formation en projet humanitaire, car j'en avais marre de tout le temps recevoir, sans jamais donner. C'est pourquoi j'ai suivi la formation Intercordia, dispensée par Gilles le cardinal, à l'UTC de Compiègne. Autant vous dire que lorsqu'ils m'ont accepté et accueilli dans cette formation, ils n'en croyaient pas leurs yeux.
Grâce à ce précieux sésame, j'ai pu faire plusieurs petites missions avec des aspects humanitaires, entre autres au Brésil, à Rio plus précisément, dans une association qui œuvre en faveur des personnes en situation de handicap pour une meilleure inclusion dans la société en matière d'emploi et de conseil juridique notamment. J'ai beaucoup appris de ces expériences et fait de merveilleuses rencontres, comme celle de Teresa Damaral, la magnifique responsable de cette association. Elle fait un travail formidable en faveur des personnes en situation de handicap au Brésil. Je lui tire vraiment mon chapeau. Toutes ces diverses expériences, aussi enrichissantes les unes que les autres pour moi, ont contribué à construire ma légende personnelle. Elles montrent combien j'ai toujours voulu trouver des chemins, souvent malheureusement détournés, pour accéder au final à une vie la plus ordinaire qu'elle soit, et que j'ai longtemps rêvé. Je veux vraiment vous dire que je suis heureux dans la vie lorsque je peux donner autant que je peux recevoir des autres personnes. Voici ma philosophie de vie. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de l'OCH pour son accueil et son investissement pour que je sois intégré à toutes les activités. J'ai découvert en l'OCH une vraie famille et un véritable élan de fraternité pour élaborer un projet des plus ambitieux, comme cette 2e édition de la Nuit du Handicap. Elle aura lieu le samedi 15 juin dans plus de 20 villes de France. Je vous invite toutes et tous à y participer. Merci de votre attention. Le 11 septembre 2001, une grande partie de la planète a connu un tournant radical. Moi aussi, mais pour une autre raison. C'est le jour où j'ai fait la rencontre de Jackson Cintina. Comme, à chaque fois qu'une nouvelle personne vient pour s'occuper de moi, a fortiori en ce qui concerne les cours, et m'aider dans mon travail scolaire, puis universitaire, et je la rejetais en général en bloc. D'abord, je dis qu'elle ne se mettra jamais à communiquer avec moi, aussi aisément que je le souhaite, puis que ce sera impossible, qu'elle m'aide à faire mes travaux. Avec Jackson, c'était le même scénario, et je l'ai dénigré au début. Face à la mauvaise volonté que manifestait le lycée pour m'offrir une aide aux devoirs, mon père avait fait appel à un financement de la GFIP pour que me soit attribué un accompagnateur scolaire. Il avait diffusé la petite annonce suivante. Help! Je suis un jeune garçon handicapé IMC athétosique de 16 ans. Je cherche une personne forte, homme ou femme, pour s'occuper de moi et m'aider pour mes devoirs les mercredis et vendredis soirs. Cette personne sera rémunérée et nourrie pendant le travail. Dans le paysage de l'assistance au handicap, le profil que je recherchais était tout aussi atypique que le mien. Je n'avais pas besoin d'un traditionnel auxiliaire de vie, mais d'une personne ayant les capacités intellectuelles et pédagogiques suffisantes pour prendre des notes pendant les cours et m'aider à en assimiler le contenu, faire des recherches documentaires, écrire des textes sous ma dictée. Elle devait assimiler mon mode de communication, faire preuve de patience et, condition indispensable, m'inspirer de la confiance. Pour autant, il n'était pas question qu'elle rédige les devoirs à ma place. Ma capacité à emmagasiner et à traiter de l'information est identique à celle de tout étudiant, à la différence notable que, ne pouvant prendre des notes seul ni faire des recherches en bibliothèque ou sur Internet, ni même tourner les pages d'un livre, je déploie un processus cognitif qui m'est propre. Je dois ainsi mémoriser tous les éléments qui me sont livrés, puis construire mon raisonnement et mes phrases en amont
afin de dicter un texte aussi définitif que possible, sans hésitation. Faire un brouillon ou des corrections serait extrêmement fastidieux pour moi comme pour mon accompagnateur. Surtout, cela demanderait un temps dont nous ne disposons pas. Somme toute, la personne que je recherchais devait parvenir à résoudre l'équation suivante. Une lettre égale 15 secondes, une ligne de 75 lettres égale 20 minutes, une page de 40 lignes, 13 heures. Cette estimation n'a rien d'exagéré. C'est bel et bien le temps dont j'ai besoin avec un interlocuteur novice. L'exercice est un peu plus rapide une fois que nous nous sommes habitués l'un à l'autre. Cette équation, Jackson Tintina a pu la traiter. Étudiant en 2e année de philosophie, il cherchait un petit boulot et avait répondu à l'annonce sans savoir à quoi s'attendre. De son propre aveu, la première fois qu'il m'a rencontré pendant le déjeuner à la cantine du lycée, ce fameux 11 septembre 2001, il s'est promis de ne pas revenir. Nous nous sommes efforcés, tant bien que mal, de communiquer, mais il n'avait qu'une idée en tête, fuir. Mais Jackson n'est pas homme à baisser les bras si facilement. Je l'ai vu se présenter le lendemain pour une journée supplémentaire de test. Une semaine après, il était toujours là. Il l'est encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. En cheminant ensemble, nous avons expérimenté une collaboration parfaitement inédite, bien au-delà d'un simple accompagnement. Une collaboration si originale qu'elle n'entre dans aucun dispositif administratif, si bien que la possibilité pour Jackson de rester à mes côtés est actuellement compromise. Il n'existe pas de statut qui corresponde au rôle qu'il joue auprès de moi, ou plus précisément à l'activité qu'il exerce avec moi. Je suis son employeur, mais les aides financières que je reçois à ce titre ne me permettent pas de le rémunérer à la hauteur de son expérience. La situation était acceptable tant qu'il était jeune étudiant, mais il est maintenant père de famille et aspire à une valorisation et à un avenir professionnel. Une fois que j'ai été diplômée, une question s'est posée à Jackson et à moi. Et maintenant, que faire ? J'entendais m'inscrire dans une perspective professionnelle. Quant à Jackson, après 10 ans passés à mes côtés, avec l'expérience qu'il avait acquise dans l'accompagnement de personnes handicapées, sans compter sa réussite académique, allait-il se contenter de rester assistant universitaire ? Pourquoi ne pas tirer parti de la connaissance intime que nous avions du monde du handicap pour proposer à notre tour du conseil ou de la formation en matière d'accompagnement et d'intégration ? Nous nous sommes mis en tête d'un cursus nous permettant d'accéder à un statut professionnel dans ce secteur. Cette recherche nous a conduit vers le Master 2, Pratiques inclusives, handicap, accessibilité et accompagnement, dispensé par l'INS HEA. Mais si nous nous inscrivions tous les deux en tant qu'étudiants, qui me seconderait ? Jackson pourrait-il être tout à la fois étudiant et accompagnateur universitaire ? La question était inédite pour cette institution. Nos 2 candidatures ont été acceptées à condition que nous nous présentions séparément aux examens. J'ai donc passé les épreuves avec l'aide de professeurs à qui avait été expliqué mon mode de communication. De fait, mon tandem avec Jackson a changé de nature. Nous étions désormais 2 étudiants inscrits dans le même cursus universitaire et 2 associés visant un projet professionnel commun.
Merci Marianne. Bonsoir à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire bonsoir, mais et nous voulons vous remercier de votre présence. Et nous voulons surtout aussi remercier toute l'équipe de l'OCH, car vraiment, nous sommes très contents d'être avec vous ce soir et surtout pour partager cette belle expérience et ce temps d'échange et de partage. J'espère que cela profitera à chacun. Et donc, notre objectif en ce soir, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est bien sûr de partager l'expérience qui est la nôtre, mais surtout de partager avec vous ce que nous appelons la rage d'exister. Et la rage d'exister, Paolo Coelho, que certains d'entre vous peut-être connaissent, dans son livre « L'alchimiste », appelle ça notre légende personnelle. Et donc ce soir, notre objectif, c'est de partager avec vous comment chacun peut être amené à construire sa légende personnelle, sa rage d'exister. Et pour vous aider à bien comprendre nos propos, il nous faut déjà définir ce que cela veut dire exister. Alors pour ceux qui ont eu le plaisir de lire le livre de Philippe, dans la postface, Charles Gardou, qui a écrit cette postface, qui est anthropologue et professeur à l'université Lumière Lyon 2, nous donne une définition qui nous paraît extrêmement intéressante. Il nous dit, je cite, « Exister, c'est d'abord avoir la liberté de déployer ses capacités, de se produire, de faire œuvre. » Et il dit par ailleurs, « Exister, c'est pouvoir exprimer ses désirs. » Et à partir de cette définition, nous allons essayer de vous dire et comment nous avons été amenés à l'expérimenter, cette rage d'exister. Alors pour nous, la rage d'exister, Philippe et moi, la rage d'exister, c'est trois choses. Autrement dit, pour que nous puissions vivre cette rage d'exister, il faut qu'il y ait trois conditions réunies. Et c'est ce que Philippe et moi avons été amenés à expérimenter et que nous continuons encore aujourd'hui à expérimenter. La première chose, pour construire sa légende personnelle, c'est de vivre, de regarder, d'avoir un regard sur soi, un regard sur l'autre, de manière à pouvoir donner du sens à sa vie. Et on a fait l'expérience, en situation de handicap ou pas, on ne peut pas donner du sens à sa vie et construire sa légende personnelle si on n'a pas de rêve. Autrement dit, la rage d'exister, c'est d'abord cette capacité à rêver, cette capacité à avoir des rêves, à pouvoir les définir et les réaliser. Et quand je vous dis ça, ça me fait penser à cette expérience que nous avons vécue à l'INSHEA, donc cette école spécialisée dans l'enseignement adapté, où nous avons fait notre master. Et comme Marianne vient de le lire, nous venions tout juste d'être acceptés, tous les deux, de pouvoir suivre ce master en tant qu'étudiant. Alors moi, j'avais donc cette double casquette d'être à la fois étudiant et accompagnateur universitaire. Et quand on a fait cette demande, l'administration nous a un peu regardé en nous disant « mais ils sont un peu fous ces deux-là pour faire cette demande ». Mais finalement, cette demande a été acceptée.
Mais ce qui m'a surpris, c'est que aussitôt que cette demande avait été validée, Philippe me regarde, Philippe me dit, Jackson, écoute, j'ai entendu dire qu'on avait la possibilité de faire un Erasmus. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire un Erasmus. Et j'ai le sentiment que c'est ma dernière chance et je ne veux absolument pas rater cette chance. Donc, va voir la responsable des relations internationales, dis-lui que nous voulons faire un Erasmus. Et là, j'ai regardé Philippe, j'ai dit, alors là, certainement, ce mec, il est totalement fou, complètement inconscient et vraiment, il est totalement cinglé. Alors, comment peut-on imaginer que Philippe veuille faire un Erasmus? C'était la question que justement je me posais. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Moi, déjà, ça ne me viendrait pas à l'esprit de me dire que nous pourrions faire un Erasmus parce que c'était déjà tellement compliqué en France. On avait obtenu ce droit d'étudier dans la difficulté. Et là, maintenant, il veut faire un Erasmus, c'est-à-dire partir à l'étranger. Il faut trouver un lieu de stage qui veut nous accueillir tous les deux. Il faut trouver un logement. Je dis, mais ce mec, il est totalement inconscient. Eh bien, cet Erasmus, on l'a fait. On est parti à Bruxelles et on a fait notre stage à l'Université libre de Bruxelles. Et ça a été une expérience extraordinaire, riche, très riche, tant sur le plan humain qu'au niveau intellectuel, professionnel, mais vraiment très, très riche. Et c'est là que j'ai compris, en fait, en réalité, c'est ça la rage d'exister. Et Philippe m'a appris que la rage d'exister, c'est cette capacité à avoir des rêves, à pouvoir se projeter, même si on ne sait pas forcément où ça va nous emmener. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour construire sa légende personnelle. Parfois, on peut vous prendre pour des fous, ce qui est le cas. Je l'ai pris pour un fou. Mais si vous voulez donner du sens à votre vie, il faut parfois oser. Et donc, la devise de Philippe, c'est oser, 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 oser. Et non seulement oser avoir des rêves, mais il faut aussi oser les réaliser. Et parfois même, oser l'impossible. Car c'est aussi ça, la rage d'exister, me dit-il. Et croyez-moi, mes amis, parfois ça marche. Ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche. Pourquoi je dis ça marche? Parce que si au départ, Philippe s'était dit dans sa tête, compte tenu de mes difficultés, je ne peux pas me permettre de rêver de faire un Erasmus. Encore moins pouvoir le réaliser. Et si Philippe s'était dit ça dans sa tête, on n'aurait pas fait cet Erasmus parce que c'est surtout pas moi qui allais lui proposer de faire cet Erasmus. Donc, comme Philippe ne s'est pas mis dans sa tête que ce n'était pas quelque chose d'impossible, alors on l'a fait cet Erasmus. Et donc, ça confirme ces propos que nous laisse Mark Twain, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et bien entendu, cela me fait penser aussi à ma première rencontre avec Philippe, que Marianne a partagé avec nous. Et je dois vous dire, quand j'ai rencontré Philippe pour la première fois,
si on m'avait dit que j'allais avoir à affronter autant de challenges, à relever autant de défis, croyez-moi, le lendemain, je ne serais pas revenu. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, ceux qui ont lu le livre, et comme Marianne vient de le partager avec nous, le savent, la première fois que j'ai vu Philippe, j'ai dit, non, c'est impossible. Moi, je pensais avoir trouvé un job de rêve, parce que j'étais étudiant en deuxième année de philosophie, où on recherchait un étudiant à profil littéraire, et pour accompagner un élève de terminale, j'ai dit, oui, ça c'est pour moi, ça. Mais ça, c'était avant que je n'arrive dans ce lycée Toulouse-Lautrec et que je découvre justement ce job de rêve. Et là, j'ai dit non. Et en plus, ce même jour, donc vous savez ce qui s'est passé. Et là, voilà, j'ai connu en une seule journée deux chocs émotionnels. Mais vraiment, la rencontre avec Philippe, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ça m'a profondément marqué. Et surtout, le fait que je ne voulais absolument pas revenir le lendemain. Et quand aujourd'hui, je pense que 17 ans après, je suis toujours là, parfois je me dis, vraiment, il ne faut jamais laisser tomber l'affaire avant de l'avoir essayé. Il faut toujours, avant de dire non, ce n'est pas possible, il faut tenter. Et si je n'étais pas revenu ce lendemain, j'aurais raté, mais vraiment, beaucoup de choses, et ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et je vais vous en dire deux mots. Et cela grâce à deux personnes. Je tiens à le dire parce que c'est un fait marquant. Quand je suis arrivé, deux personnes, deux professeurs, Marie-Vonne Cluzel et Pascal Ricard, qui était professeur à l'époque au lycée Toulouse-Lautrec, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoute Jackson, on sent que tu es un garçon intelligent, ça va le faire. T'inquiète pas, tu verras, c'est impressionnant au début comme ça, mais ça va le faire. Et c'est vrai, si ces deux personnes m'avaient dit tout sur Philippe ce jour-là, c'est-à-dire comment on va pouvoir communiquer, commencer à me parler de difficultés au niveau de la communication, mais autre, certainement, j'aurais eu justement ce qui me manquait, c'est-à-dire ce petit coup de pouce pour ne pas revenir le lendemain. Et ces personnes-là ont su me rassurer en me disant que t'inquiète pas, ça va le faire. Et effectivement, ça l'a fait puisque je suis encore là. Et aujourd'hui, on a des projets ensemble. Mais en réfléchissant, je me suis posé une question, parce que je suis croyant, je suis chrétien, et au fur et à mesure que je cheminais dans ce travail d'accompagnement auprès de Philippe, ce travail d'accompagnement pédagogique, je me suis rendu compte, j'ai réalisé en fait que ce travail, c'était une vocation pour moi. C'était une mission. Je crois en Dieu, tout comme Philippe, et je pense que ces challenges, j'ai quelque part réussi à les affronter grâce à ma foi, grâce au fait que j'ai considéré que c'était une mission et que Dieu met sur nos chemins des personnes pour nous aider à nous construire. Et Philippe, Dieu a mis Philippe sur mon chemin pour m'aider à me construire et que je puisse l'aider aussi à se construire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je considérais que ma mission était justement, Philippe était là pour m'aider à me construire et que moi, j'étais là pour l'aider à se construire. Donc, cette construction ensemble
cette idée de construction commune m'a aidé quelque part à faire face aux défis qui se sont présentés au fur et à mesure. Et ce qui a été très difficile pour moi, c'est que lorsque Philippe a obtenu son Master 2. Et ça a été quelque chose d'extrêmement très difficile. Et c'est là que on aimerait vous dire que la rage d'exister, c'est cette capacité à construire ensemble. Car lorsque Philippe avait obtenu son Master 2, et moi, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais à la fois comme accompagnateur pédagogique auprès de Philippe, mais que je travaillais également comme professeur de français langue étrangère. Donc j'avais des missions en entreprise. Et donc le matin, j'allais dans les entreprises et l'après-midi, je venais à l'université pour accompagner Philippe. Et pendant plus de 5 ans, j'ai fait ça. Et ça a été très dur. Et à un moment donné, j'ai eu des doutes, mais vraiment des doutes profonds qui m'ont dit que ça ne pourra pas continuer ainsi et qu'il va falloir que je fasse un choix, soit me consacrer totalement au FLE ou soit me consacrer totalement à l'accompagnement auprès de Philippe. Sauf que Philippe n'était plus étudiant. Donc du coup, et c'est là que Philippe me sort Écoute Jackson. Et si on construisait un rêve commun? Et si on avait un rêve tous les deux qu'on allait pouvoir réaliser ensemble? Et je lui dis, mais c'est quoi ce rêve? Donc, ça rejoint ce que Marianne nous a expliqué tout à l'heure. Et ce rêve, il consiste en quoi? Philippe me dit, est-ce que ça te dit d'aller dans les entreprises, d'aller dans les établissements scolaires, d'aller dans les centres de formation médico-sociaux, paramédicaux, dans les universités, dans les établissements médico-sociaux, dans les grandes écoles, partout, en tant que formateur et coach, pour partager avec les uns et les autres cette expérience qui est la nôtre, et surtout partager cette rage d'exister et d'aider les gens à construire leur légende personnelle, d'aider les gens à développer leur processus de construction, de transformation de soi. Et tu verras qu'à travers cette expérience, tu vas te réaliser, et moi aussi je vais me réaliser, car je veux donner autant que j'ai reçu. J'ai dit, ce mec, il ne veut pas me lâcher. Mais en même temps, c'était la proposition de rêve pour moi, parce qu'effectivement, j'étais dans une impasse. Et certainement, à un moment donné, je devais faire un choix, et je ne savais pas lequel, puisqu'en fait, j'aimais ce que je faisais auprès de Philippe, mais en même temps, ça devenait presque impossible. Et donc, ça nous a conduit à construire ce rêve. Et on aimerait vous poser une question. Selon vous, est-ce que vous pensez que ce rêve, c'est quelque chose de réalisable? Le rêve que Philippe et moi, on s'est donné, le rêve qu'on souhaite réaliser ensemble, est-ce que vous pensez que cela est possible? Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui pensent que c'est possible. Ah, il est en train de se réaliser? Philippe, tu y crois? MNPQ, AEIO, AEIOU, AEI, oui.
Moi aussi, j'y crois. Sauf que il nous reste 2 choses à faire. Alors non, plutôt une chose. Et on va terminer là-dessus. Une chose à faire, et puisque vous dites que nous pouvons le réaliser, ce rêve, on va vous dire quelques idées que l'on a pour pouvoir le réaliser, mais on va vous dire l'obstacle majeur qui se présente devant nous. Avec Philippe, on a toujours été, alors à plusieurs reprises, on a été amené à se réinventer. Sinon, ça devient impossible. Et aujourd'hui, on doit encore se réinventer. Pourquoi? Parce qu'on est dans une nouvelle phase de collaboration. Là, on est dans cette phase d'associé à associé et il nous demande à tous les deux, justement, de réapprendre à travailler ensemble malgré cette grande complicité qui est la nôtre. Ça, c'est le premier défi qui se présente devant nous. Le deuxième défi, c'est que nous avons plusieurs projets. Et notamment, nous avons, pour réaliser ce rêve, nous avons créé une association. Et cette association, qui s'appelle La Rage d'exister, et nous voulions, grâce à cette association, porter 3 grandes valeurs. 3 grandes valeurs, le bien-être, aider toutes les personnes qui le souhaitent à développer leur capacité et les aider à construire, leur légende personnelle. La deuxième valeur, c'est cette valeur de combativité. Certains appellent ça la résilience, cette capacité à rebondir, mais nous, on appelle ça la rage d'exister. Cette capacité à transformer ses fragilités en ressources et à faire de l'adversité un allié. Un allié pour se construire et pour se reconstruire. Et troisième valeur, le partage. Certains d'entre vous connaissent Jean-Baptiste Ibon. Lui, il appelle ça l'inclusion, cette capacité à se transformer avec l'autre. Et nous, on appelle ça la rage d'exister, cette capacité à faire de la différence une richesse et de la diversité une opportunité. Et donc, l'association Rage d'exister entend porter ces valeurs et nous voulons le faire en créant quelques activités. Alors, nous avons 3 programmes d'activités. Un programme d'activité qui est un programme de formation. Nous avons travaillé sur un programme de 7 formations pour aider tout un chacun à construire cette rage d'exister, à construire leur légende personnelle. Par exemple, comment, alors ça c'est une expérience que nous avons été amenés à faire et sur laquelle nous essayons de transmettre cette capacité à communiquer sans agressivité, sans fuir, sans manipuler, car cette expérience a été une expérience enrichissante pour nous et nous voudrions justement la partager avec tous ceux qui le souhaitent. Nous aimerions également partager avec tous ceux qui le souhaitent cette capacité à accueillir la différence, développer cette capacité à transformer ses fragilités en force. À travers cela, nous voulons
également développer un programme de coaching. Un programme de coaching pour accompagner tout un chacun dans la construction de sa légende personnelle. Et ce qu'on est en train de faire aussi, c'est-à-dire un programme d'activité, de conférences, créer des espaces d'échange et de partage qui permettent à tout un chacun de pouvoir s'enrichir, d'apprendre à faire tomber nos peurs et d'apprendre à se connaître et d'apprendre à mieux vivre ensemble. Voilà, donc ça c'est notre rêve et nous espérons que nous aurons l'occasion de partager ce rêve avec le plus grand nombre possible à travers ces différentes activités, à travers ces différents programmes d'activités. Et nous espérons que nous pourrons compter sur votre soutien et sur votre aide. Merci à tous et bonne soirée.